Avant de continuer vers cette deuxième partie, j'aimerais qu'on évoque aussi les conséquences économiques du pass sanitaire. L'INSEE en juillet dernier avait tablé sur une croissance à 6% pour 2021. On voit que ce pass sanitaire a un effet absolument déplorable sur les commerces, mais le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, affirme que ce pass ne ralentit ni l'emploi, ni la croissance, ni l'investissement et que la fréquentation des bars et restaurants a même augmenté. Que demande le peuple ? On est, je dis, vous savez, j'ai 63 ans, j'ai quand même de la bouteille. Je crois que je n'ai jamais vu la France dans un tel état de dictature larvée et de propagande. C'est la propagande à Staffel, matin, midi et soir. On nous raconte le contraire exact de la réalité. On nous avait tablé effectivement sur 6% de croissance. Personne n'a beaucoup parlé de la croissance au deuxième trimestre de cette année, qui a atteint plus 0,9%. C'est-à-dire qu'on a eu un effondrement en 2020 de la croissance avec le confinement, un effondrement d'éléphants, et on a un sursaut de puces. On a perdu moins 10 et on gagne plus 0,9. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors peut-être que les mois qui viennent vont s'améliorer, mais on ne sait pas. Monsieur le maire, puisque vous parlez de lui, il y a 3 jours, nous explique en effet que tout va bien et que la consommation a augmenté de plus 5%. Je sais pas où il a vu ça. Manque de chance. 3 jours après, l'INSEE, qui dépend du ministre des Finances, mais qui est un organisme public indépendant, l'INSEE a publié un chiffrage de la croissance en juillet, moins 2,2. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des batailles de chiffonniers. Alors, on peut s'envoyer à la tête. En réalité, le gouvernement utilise un truc qui est vieux comme Hérode, c'est-à-dire la méthode Coué. C'est cette fameuse parole, paraît-il, apocryphe prêtée à Churchill qui consistait à dire « Je ne crois que les seules statistiques dans lesquelles je crois sont celles que j'ai trafiquées moi-même ». On ne sait pas, mais tout le monde a bien le sentiment. Il y a des études sur le moral des ménages qui ont été conduites. Tout le monde voit bien que la France ne va pas bien, que effectivement beaucoup de commerces ont pâti du pass sanitaire, et puis qu'il y a une espèce de grogne larvée. Et les aides aux entreprises vont bientôt prendre fin. Est-ce que vous avez peur pour la suite des événements, notamment à partir de ce mois de septembre ? Oui, je pense à peur. Vous savez, j'ai rarement peur. Moi, je suis plutôt inquiet de la dérive actuelle, parce que tout est fait pour d'abord lever les Français les uns contre les autres. On n'a jamais vu quelque chose de pareil, d'une part. D'autre part, il va y avoir, comme vous le dites, à partir du 1er septembre, les sanctions professionnelles vont quand même tomber. Et moi, j'ai dans mon entourage personnel des gens qui ont eu des véritables dilemmes. Moi, j'ai une fille qui travaille à l'hôpital, elle est chirurgienne. On lui a fait comprendre que si elle n'était pas vaccinée, c'était terminé. Et donc, contrainte et forcée, elle a accepté de se faire vacciner. Je lui avais déconseillé, mais elle fait ce qu'elle veut. C'est une adulte. Mais j'en connais aussi d'autres personnes de mon entourage qui préfèrent perdre leur emploi plutôt que d'être vaccinés. Donc tout ça est malsain, tout ça va donner, à mon avis, beaucoup de rancœur. Et puis on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Parce que les informations sur les vaccins ne sont quand même pas très réjouissantes. Alors, de François Asselineau, pourquoi le gouvernement insiste tant pour voir les Français être vaccinés en masse face à cette maladie qui est avec un taux de létalité relativement faible et un vaccin qui ne protège pas nécessairement ? C'est un des grands mystères de la situation. Ça fait maintenant des mois et des mois que ça dure. Vous savez, moi j'ai un petit proverbe personnel. Je me dis, lorsqu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est quelque chose à comprendre. Si vous étiez, vous, demain, président de la République, si vous arrivez à ce qui vient de se passer, il me semble, en tout cas ça serait ma réflexion, la première des choses que je ferais, c'est que je convoquerais des médecins en disant bon, quelle est la dangerosité de cette maladie ? C'est une maladie qui est un petit peu dangereuse, mais qui est quand même, c'est pas la lèpre, c'est pas la peste, c'est pas les grandes pandémies terribles qu'on a eues au Moyen-Âge ou même encore au 19e siècle. Il y a actuellement les seules personnes qui sont un peu à risque, les personnes de plus de 60 ans ou qui ont des comorbidités particulières. Il y a eu plus de 6 millions de personnes qui l'ont attrapé et il y a eu en France 112 000 morts, ça fait dire à peu près 2%. Mais on n'est même pas sûr que les 112 000 morts qui ont été déclarés soient vraiment morts du Covid. Puisque moi j'ai des exemples malheureusement autour de moi de personnes qui étaient en fin de vie et qui de toute façon allaient décéder, elles étaient en cancer en phase terminale. Hop, on a trouvé qu'elles étaient positives à la Covid et on les a déclarées comme étant mortes du Covid. Donc je pense qu'on a gonflé le nombre de morts du Covid.
Résultat donc des courses, c'est une maladie dont il faut se méfier, bien sûr, parce qu'elle a un taux de mortalité, mais la grippe, les grippes saisonnières, il y a parfois des grippes très mauvaises et qui ont des taux qui sont la moitié de celui-ci. Bon. Et on ne parle pas ni de la grippe espagnole de 1917-18, ni de la grippe de Hong Kong de 1969, pour laquelle il ne s'était rien passé. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc une fois que j'aurais convoqué c'est des médecins qui m'auraient expliqué que c'était une maladie qui n'était quand même pas, ou en termes macroéconomiques ou macro-sanitaires, n'était pas une maladie très mortelle, j'aurais demandé comment on fait pour la traiter. Or, il se trouve que c'est quand même un des grands mystères de l'Occident. Dans les pays occidentaux et de l'OCDE, quand vous commencez à évoquer l'hydroxychloroquine, l'ivermectine ou d'autres spécialités qui ont été, notamment l'ivermectine, qui ont fait l'objet de dizaines d'études. Il y a 104 études dans le monde qui ont montré que l'ivermectine était un produit d'abord très banal, qui n'a aucun effet nocif. C'est un des médicaments les plus inoffensifs qui soit, beaucoup plus inoffensif que le Doliprane, par exemple, qui est recommandé par l'État. Ce médicament... C'est un vermifuge. C'est un vermifuge. Il se trouve qu'il a, selon les études, entre 60, 70, 80, 90% d'efficacité, à condition qu'il soit pris avec la bonne posologie et le plus tôt possible. Moi-même, alors je ne suis qu'un individu, c'est pas statistique, mais moi-même j'ai eu le Covid. J'ai eu un ami m'avait passé de l'ivermectine parce qu'on en est en France à ce que c'est comme le trafic de drogue, on se refile des médicaments alors qu'ils étaient en vente libre il y a 2 ans. Et donc moi j'ai pris l'ivermectine, je me rappelle j'avais 39 de fièvre, c'était un lundi, j'avais été diagnostiqué dans l'après-midi. Le lendemain, cet ami me donne de l'ivermectine et que j'ai donc pris quelques heures après, ma fièvre est tombée de 39 à 37,5, elle n'est jamais remontée. Alors, c'est peut-être un hasard, mais Éric Ferragueux, que vous connaissez peut-être, oui. Voilà, il lui est arrivé là exactement la même chose qu'à moi. Moi, je vois autour de moi des gens qui ont recours à ça, qui essayent de se procurer ce médicament par la bande, et ça marche en général. En général, c'est pas un truc à 100%. Enfin, même l'OMS a reconnu l'utilité de l'ivermectine. Il y a des pays, j'ai vu, c'est le Costa Rica ou le San Salvador qui vient désormais, le ministère de la Santé vient désormais de le mettre dans ses protocoles. Alors, comment se fait-il que le gouvernement interdise le recours à l'ivermectine, à l'hydroxychloroquine? Comment c'est possible? Eh ben justement, en répondant à ma prochaine question, vous allez peut-être répondre à celle-ci. Le vaccin Pfizer est, semble-t-il, le vaccin le plus utilisé en France. Que sait-on sur cette entreprise et sur son président, son dirigeant? Alors, j'allais y venir. C'est l'autre scandale, c'est que on nous présente ce que certains appellent des vaccins. Il y a beaucoup de gens qui refusent le terme de vaccin à ces solutions. On parle de traitements antigéniques. Voilà, c'est des traitements nouveaux, d'un type nouveau ARN messager. Ce qui n'est pas normal, c'est que en France, on dit « faites-vous vacciner ». Mais le gouvernement n'impose pas la vaccination, il impose certaines vaccinations. Je rappelle qu'il y a quand même le vaccin russe Sputnik V. Le vaccin chinois Sinovac, qui lui est fait comme les vaccins de grand-maman, c'est-à-dire à partir de virus désactivés. Et même le vaccin de Valneva, qui est une entreprise française, vendéenne, je crois. Voilà, qui, comme vous le savez, est interdite de vente en France parce que l'Agence européenne des médicaments ne l'a pas reconnu. Donc le vaccin de cette entreprise française en Vendée est distribué au Royaume-Uni. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement ne cherche pas uniquement à vacciner les Français, c'est qu'il cherche à leur fourguer quelques vaccins en particulier. Et tout spécialement, effectivement, le vaccin Pfizer, enfin le vaccin ou la thérapie génique, selon les gens utilisent des mots différents, de Pfizer et de Moderna. Alors Pfizer, c'est quand même pas Sœur Emmanuel. Pfizer, c'est quand même une entreprise qui, depuis 30 ans, a été poursuivie aux États-Unis à 40 reprises pour non seulement publicité mensongère, diffusion de médicaments dangereux, corruption, financement occulte de partis politiques. Dans l'affaire par exemple, de comment il s'appelle, de l'ancien député socialiste, Cahuzac, le financement du PS par Cahuzac, c'était Pfizer qui avait derrière. Donc cette entreprise a été condamnée à de très nombreuses amendes qu'elle a d'ailleurs payées, parce qu'elle a reconnu les faits. Ils ont payé plus de 6 milliards de dollars.
Voilà ce que c'est que Pfizer. Quant à Moderna, c'est la première fois quasiment qu'ils font un vaccin ou une thérapie génique. Et Moderna, on a appris ces jours-ci que c'est un champion de l'évasion fiscale. On a donc affaire à non pas, si vous voulez, on n'est pas à l'époque. Certains évoquent les mannes de Pasteur, les mannes des chercheurs français de la vaccination. Moi, je ne suis pas du tout anti-vaccination, comme 98% des Français. La vaccination sur des choses comme par exemple le BCG, mais il s'est passé des décennies entre l'invention du BCG et le caractère obligatoire à l'école. Il y a eu un recul. Là, on a affaire à des choses qui sont adoptées de façon extraordinairement précipitée et qui sont produites par, je suis désolé, mais des sociétés qui ont des comportements de type mafieux. Voilà. Parce qu'une entreprise comme Pfizer, qui a été condamnée 40 fois, ça ne va pas. Quant au patron, M. Alfred Bourla, je ne sais pas ce que vous voulez m'en dire, simplement je dirais que le patron de Pfizer, d'abord sa spécialité, vous savez, il n'est pas médecin, il est vétérinaire, et d'ailleurs il était chez Pfizer le responsable de la branche des produits pour les bêtes, et notamment, je crois, dit-on, une spécialité pour rendre, comment dirais-je, infertiles certains animaux comme les porcs. Et puis c'est un homme qui a fait du marketing. Et puis je rappelle qu'à partir du moment où ils ont diffusé l'information comme quoi leur vaccin marchait à 95%, il a vendu une part de ses actions pour se faire plus de 5 millions de dollars de profit. C'est quand même ça le profil psychologique et du dirigeant et de l'entreprise. Et Moderna, c'est à peu près pareil. Comment est-ce qu'on peut faire une confiance aveugle à des gens qui ont un tel pédigré? Moi, je trouve ça sidérant. Alors, que l'on comprenne bien ma position, hein. Moi, je dis que les gens qui veulent se faire vacciner peuvent le faire. Je trouve ça normal. Je pense en particulier que les personnes, alors je suis pas médecin, mais j'ai lu énormément de choses, les personnes qui effectivement sont dans des pays, des proportions, enfin des âges à risque, ou dans des catégories à risque. Les personnes qui ont des fortes morbidités, ou bien des personnes qui ont dépassé 65 ans ou 70 ans, le bénéfice-risque sans doute est favorable. Sans doute. Ça peut être, mais en revanche, ce qui est incompréhensible, c'est pour les moins de 40 ans, les moins de 30 ans, et encore plus pour les jeunes. Je vois qu'on en est maintenant à vouloir vacciner des enfants à partir de 12 ans. Si vous allez sur les documents fournis par le producteur Pfizer lui-même, ce qu'il produit lui-même, il est bien précisé dans ses notices qu'il n'y a pas eu d'essai, qu'ils ne peuvent pas prouver l'efficacité et l'innocuité pour les moins de 16 ans. On voit François Asselineau, le président Macron, depuis des semaines, des mois, faire face à cette situation avec le Conseil de défense dont les décisions sont confidentielles défense ou secret défense. Est-ce que c'est démocratique tout ça? Non. Est-ce qu'on est dans un plan, est-ce que c'est constitutionnel? Écoutez, Monsieur Macron, et c'est peut-être la chose la pire qu'il ait pu faire, c'est qu'il a divisé la France. Dans toutes les familles, chez les amis, les gens maintenant s'envoient les plats à la tête. Hein. C'est le sujet le plus clivant de la société française. Ça, je pense, a dépassé maintenant... L'affaire Dreyfus. Oui, c'est l'affaire Dreyfus de 1898, c'est le dessin de Carandache. C'est incroyable. C'est incroyable, ça divise plus que les questions traditionnellement explosives comme l'appartenance à l'Union européenne ou l'immigration. Maintenant, c'est ce truc qui focalise. Et Macron jette de l'huile sur le feu. Et c'est pas bien, parce que le devoir d'un chef d'État, c'est d'essayer de rassembler tout le monde. C'est la clé de voûte des institutions. C'est la clé il doit rassembler et il doit avoir une politique lisible. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je commençais à filer cette métaphore. Si j'avais été président de la République, premièrement, j'aurais autorisé la libre vaccination, la libre prescription, des médicaments prophylactiques. C'est-à-dire que les médecins... Moi, je sais, j'ai un ami qui a voulu avoir de l'ivermectine, il s'est adressé à son médecin de famille qui naît depuis 30 ans, et qui a dit « Je ne peux pas vous prescrire de l'ivermectine. » Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, la première chose, c'est la libre prescription des médecins. Deuxièmement, la liberté vaccinale. Liberté vaccinale, ça veut dire qu'on a le droit de se faire vacciner par les vaccins ou les prétendus vaccins actuels, mais aussi par les autres. J'en ai cité 3. J'aurais pu citer aussi le Cuba, il y en a plein. Le Sputnik V, il y a 67 pays du monde qui l'ont accepté. Le vaccin chinois, il y a des dizaines et des dizaines de millions de personnes à travers le monde qui ont été vaccinées. Et donc, cette vaccination doit être libre et éclairée, l'est-elle Voilà, l'éclairée, c'est-à-dire qu'on explique aux gens la différence qu'il y a entre le vaccin chinois, qui est un vaccin à partir d'un virus désactivé, comme l'ont été tous les vaccins que nous avons connus jusqu'à là,
et les thérapies du style ARN messager qui sont d'un type nouveau. Et il faut expliquer aux personnes ça. Il faut expliquer aux personnes que les thérapies avec ARN messager, on n'a pas encore le recul nécessaire pour prédire tout ce qui va se passer. Ces laboratoires qui délivrent ces produits ARN messagers ont-ils une responsabilité pénale, alors, vous le savez aussi, quant aux effets secondaires éventuels? Les rumeurs les plus folles circulent sur le contenu des contrats. Il semble que les contrats qui ont été signés entre Pfizer et l'Union européenne notamment prévoit qu'il n'y a pas de responsabilité de Pfizer. Prévoit aussi... Ni des États. Voilà. Et prévoit aussi que même s'il y a un traitement qui est découvert, on ne peut pas en faire la promotion. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce que je sais, c'est que la meilleure façon de tuer une rumeur, c'est de rendre public les contrats, ce qui n'a pas été fait. Je sais aussi que le gouvernement algérien a refusé, vous le savez, d'acheter des vaccins Pfizer parce qu'il l'a dit lui-même. Il a dit que dans les contrats, il était prévu qu'il n'y avait aucune responsabilité du fabricant d'une part, et d'autre part qu'il fallait pas promouvoir les traitements. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Et je dis que pour rendre aux Français la confiance nécessaire, pour rassembler les familles, eh bien il faut faire ce que je propose. C'est-à-dire une beaucoup plus grande liberté. Les gens qui veulent être vaccinés, ils peuvent l'être. Ceux qui ne le souhaitent pas ont le droit de ne pas l'être parce que c'est quand même une maladie qui n'est pas mortelle. Et pour les moins de 20 ans, il peut y avoir vraiment des suites, des complications parce qu'une myocardite, quand vous avez 16 ans de myocardite, c'est pas de la tarte, hein. Ça peut avoir, vous pouvez être handicapé à vie, vous pouvez avoir des problèmes cardiaques à vie quand vous avez une myocardite. Donc c'est pas rigolo. Il y a encore autre chose qu'il faudrait, pour clarifier la situation, c'est que ce que l'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire les effets nocifs recensés, qu'il y ait une parfaite transparence. Or, ça n'est pas le cas. Là aussi, quand vous avez une information qui est verrouillée, qui est bridée, c'est vrai que depuis que le monde est monde, dès que l'information n'est pas libre, ça apparaissent les rumeurs. Donc là, il y a des rumeurs qui sont apparues, qui sont fondées d'ailleurs sur des faits tout à fait tangibles. Si vous allez sur le site un site européen qui recense les effets nocifs de tous les vaccins, il y a eu 22 500, je crois, au 16 août, entre la fin 2020 et le 16 août 2021, les dernières statistiques, c'est 22 500 décès déclarés dans l'Union européenne suite à la vaccination. Alors, c'est quand même incroyable. Et quand on s'intéresse à ça, la doxa, la réponse officielle, c'est oui, mais attention, ce ne sont que des déclarations. Mais lorsqu'on est allé étudier, en fait, ça n'avait rien à voir. Les gens étaient morts de vieillesse, de maladie, et c'est ça. On assiste à une séparation du narratif et du réel. Voilà. Enfin, ça, c'est pas nouveau. Le problème, c'est que pour avoir le cœur net, il faudrait faire, en fait, des autopsies. Or, quand on fait des autopsies, il y en a une qui a été faite avec, il y a une présentatrice de la télévision britannique assez connue, de la BBC à Newcastle, donc une espèce de télé régionale, qui est décédée, elle avait 40 ans, elle est décédée quelques jours après avoir été vaccinée avec AstraZeneca, et il y a eu une étude qui a été faite, et le coroner, c'est-à-dire le médecin légiste officiel de la ville de Newcastle, a reconnu il y a quelques jours qu'elle était décédée du suite de ce vaccin. Mais si vous ne faites pas les autopsies, vous pouvez toujours raconter que c'est un décès qui a eu lieu, qui n'a eu aucune conséquence. Bref, moi je ne sais pas là-dedans à quoi m'en tenir. J'ai vu qu'il y a eu au Royaume-Uni également un chercheur qui a expliqué qu'à son avis, il y avait 40% des décès déclarés qui étaient bien dus spécialement à la vaccination. Ce que je sais en tout cas, c'est que nous, on verrouille cette information, et ça n'est pas bien parce que ça contribue à ne pas donner confiance aux Français. On est dans une société d'hyper-méfiance. Les gens ne croient plus en rien. On a vu justement depuis le début de cette crise, si on peut appeler ça une crise, le gouvernement français, François Asselineau, utilisait la peur en nous disant qu'on allait tous mourir, utiliser la menace en nous disant si vous ne vous faites pas vacciner, vous n'aurez plus le droit d'aller dans tel endroit, notamment les restaurants, le
mépris. On a essayé de dire que ceux qui ne se feraient pas vacciner seraient une minorité isolée. La culpabilisation en disant que ceux qui refuseraient seraient des irresponsables. Et même, enfin, l'insulte en les traitant quasiment de débiles. Tout cela est issu de l'entreprise McKinsey, dont le gouvernement français a fait appel pour lui délivrer sa stratégie vaccinale. Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait que le gouvernement français fasse appel comme ça à une entreprise privée et étrangère pour mettre au point, élaborer cette stratégie vaccinale? Moi, je suis outré. Je suis absolument scandalisé. D'autant plus scandalisé que Macron vient du corps, le même corps de l'administration que le mien, qui s'appelle l'Inspection Générale des Finances, et que nous avons en France des corps d'inspection, à l'Inspection Générale des Finances, mais également au ministère de l'Industrie, au ministère de l'Environnement, etc., au ministère de la Santé, au ministère de l'Intérieur. Donc il y a normalement suffisamment de corps de contrôle administratif en France pour s'inquiéter de la situation. D'ailleurs, je note que sur les questions de pharmacovigilance, l'Inspection Générale des Affaires sociales avait justement, il y a quelques années, tiré la sonnette d'alarme. Donc nous, on est malheureusement, je vois très bien comment est M. Macron. C'est quelqu'un qui a été élevé au biberon américain. Et donc, à partir du moment où c'est McKinsey, c'est formidable. Et les Américains doivent nous expliquer ce qui se passe. Moyennant argent sonnant et trébuchant, moyennant le fait que l'un des responsables, alors il n'est pas responsable de tout, mais c'est vrai que c'est quand même, dans le tableau, ça fait tâche. Victor Fabius. Voilà, c'est le fils du président du Conseil constitutionnel. Je ne dis pas que c'est lui, mais tout ça, ça entretient un mauvais climat. Et puis, McKinsey a quand même été, comme Pfizer, poursuivi aux États-Unis pour des comptes frauduleux, des manœuvres frauduleuses, ont été condamnés à des milliards de dollars. On n'a pas affaire, je le disais tout à l'heure, à Sœur Emmanuel, on a affaire à des sociétés Pfizer ou McKinsey dont le comportement objectif, il suffit à toutes les personnes qui m'écoutent, si elles ont un doute, d'aller se renseigner, vous tapez Pfizer sur Wikipédia et McKinsey et vous allez à la rubrique controverse et vous verrez les procès insensés dont ils sont accablés. On a affaire à des sociétés dont le comportement est un comportement de type délinquance mafieuse. Sur le masque, le confinement, l'obligation vaccinale, le pass sanitaire, le président Macron s'est renié quand même à plusieurs reprises. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, une part importante de Français garde confiance en la parole présidentielle ? Alors, moi, j'attends, vous savez, je suis comme saint Thomas sur cette affaire, parce que je vois des gens qui nous expliquent que c'est un peu comme les statistiques de Bruno Le Maire, qui plus 5% de consommation, en fait, les terrasses ont été désertées. Donc, on nous explique que M. Macron aurait une popularité tout à fait supérieure à celle de M. Hollande. Moi, je n'en sais rien. Ce que je vois, c'est qu'aux élections régionales, le parti de Macron, il a fait 10,5% des électeurs votants et 3,5% des inscrits. Et qu'il s'est ramassé des gifles absolument inimaginables. Il y a quand même 5 ministres qui ont été renvoyés chez eux dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin dans les Hauts-de-France, à commencer par M. Dupond-Moretti. La tradition républicaine eût voulu d'ailleurs que ces 5 ministres démissionnassent immédiatement. Ça n'a pas été le cas. Alors, on va voir la suite des événements. Ce qui est vrai, c'est que les médias, on n'a jamais vu des médias de type, j'allais dire, nord-coréen à ce point. C'est-à-dire que vraiment, c'est Macron superstar, Macron ci, Macron ça. Il n'y a jamais un regard réellement critique sur ce que fait Macron, et notamment sur quelque chose qui est quand même banal, comparé avec le reste du monde. On veut faire croire aux Français en France que ceux qui auraient des réserves face au pass sanitaire seraient des espèces de grogneux des Gaulois réfractaires complètement inconscients. Je rappelle quand même que la Cour suprême espagnole a jugé inconstitutionnel le pass sanitaire. Je rappelle qu'il y a quelques jours, c'est le comité d'éthique nationale helvétique qui a considéré que le pass sanitaire était contraire à l'éthique médicale. Je rappelle qu'aux États-Unis d'Amérique, le président Biden et l'administration ont interdit le pass sanitaire de façon générale. Il peut y avoir quelques villes ou quelques États qui essayent de le faire, mais au niveau fédéral, ça n'est pas autorisé. Je rappelle que sur les 195 pays du monde, seule une petite minorité applique le pass sanitaire. Je rappelle qu'en Russie, la ville de Moscou en a fait un. Au bout de 3 semaines, ils ont abandonné pour inefficacité. Je rappelle que même un docteur
complètement mainstream, comme on dit, que le docteur Blachier, qui est sur tous les plateaux de télévision, Martin Blachier, c'est quand même quelqu'un qui a été le premier à dire que dans ces histoires de passe sanitaire, les gens qui sont enfermés ensemble parce qu'ils ont le passe sanitaire, ce sont des personnes qui sont vaccinées, mais parmi lesquelles il peut y en avoir, et il y en a qui sont lourdement contaminés, puisqu'il semble que le taux de charge virale est supérieur chez les vaccinés à chez les non-vaccinés, et on mélange ça avec des gens qui ne sont pas vaccinés, mais qui, eux, ont dû produire un test négatif. Oui. Donc ce sont les vaccinés qui contaminent les non-vaccinés dans cette histoire. François Donc cette Asselineau, histoire est absurde. Comment vous expliquez que l'exécutif n'ait pas décidé de faire vacciner ses propres forces de police ? On voit bien pourquoi. On voit bien pourquoi. C'est d'ailleurs, il est évident que le gouvernement a peur de l'opinion publique. Il est évident qu'il n'y a pas 160 000 personnes qui défilent dans la rue. On peut rajouter sans doute peut-être pas un zéro, mais multiplier au moins par 6 ou 7. Il y a énormément de gens qui manifestent. Il y a eu un petit tassement là, mais on était au 21 août. Et ça veut, je pense, redémarrer. Moi, j'ai essayé de manifester. J'ai manifesté à presque toutes les manifestations. J'ai appelé à manifester dans la France entière, mais de façon sereine et positive. Il ne s'agit pas de manifester contre le vaccin, il s'agit de manifester contre le pass sanitaire. Oui. Tout s'est toujours bien passé d'ailleurs dans tous les cortèges. Absolument, sauf quand il y a eu de temps en temps telle ou telle provocation montée en épingle par les médias. Mais moi, ce que je vois, c'est que le gouvernement, il a peur, donc il ne veut pas se mettre à dos les forces de l'ordre. C'est aussi simple que ça. Donc il exempte les policiers et les gendarmes, la plupart d'entre eux en tout cas, de la vaccination. Ce qui n'est pas normal, ils sont en contact avec le public. Voilà. En revanche, les pompiers, par exemple, eux, n'échappent pas à la vaccination. Il y a aussi un mystère, franchement, que j'aimerais bien éclaircir. C'est qui parmi les ministres, honnêtement, se sont fait vraiment vacciner ? Même sur l'affaire de M. Macron lui-même. On l'a jamais vu en train de se faire vacciner. 2, on nous a expliqué qu'il avait été vacciné le 13 mai, puis après non, c'est au mois de juillet. Enfin, ça ne tolère pas sur une affaire aussi grave. Et où Macron tout seul prend des décisions qui engagent l'avenir de la nation et qui sont des décisions touchant à chaque individu. À la santé, c'est quand même une intrusion dans son propre corps qu'on a à vie. Sur un sujet de cette nature, il devrait quand même jouer la plus grande des transparences. On devrait lui voir, lui, avec Madame Trogneux, se faire vacciner devant les caméras avec des vaccins tirés au sort par un cortège d'huissiers qui aurait bien vérifié. Sinon, vous introduisez bien sûr, vous le savez comment réfléchissent les Français, le doute. Et je rappelle que Madame Schiappa avait dit qu'elle était les vaccins, elle se ferait vacciner au dernier moment. On ne sait pas si elle s'est fait vacciner. Dernière question rapidement, François Asselineau. Nombre de Français redoutent qu'un retour à la vie normale soit une arnaque. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ? Écoutez, d'abord, je ne suis pas Madame Soleil, je ne lis pas dans le mar de café. Ce que je pense, en tout cas, c'est que des exemples qui viennent d'Israël, d'Islande, des Seychelles, du Chili, du Royaume-Uni, c'est-à-dire des pays qui sont de Gibraltar, des pays qui sont très très vaccinés, il ressort le fait que les vaccins à ARNM n'arrivent pas à mater le virus et qu'on voit se développer à chaque fois des nouveaux variants. Donc, si j'en crois les spécialistes de tous ces pays, il va falloir s'habituer à vivre avec ce virus. Vivre avec ce virus, ça veut dire, c'est un peu d'ailleurs ce qu'a dit l'épidémiologiste en chef islandais, ce que disent également les Britanniques, c'est qu'il y a peut-être un moment à partir duquel il va falloir faire preuve de beaucoup plus d'une espèce d'humilité, c'est-à-dire... D'ailleurs, on voit qu'il y a une étude qui est sortie en Israël qui est tout à fait intéressante, qui va dans cette direction. C'est de reconnaître que l'immunité naturelle est 100 fois plus efficace. Pas 100 fois, mais ça va entre 6 et 27 fois, d'après les calculs faits par une université israélienne, entre 6 et 27 fois plus efficace. Parce que le problème de ces virus, ces vaccins à ARNM, c'est qu'en plus de ça, ils ne sont efficaces, semble-t-il, que pour une souche. Et il faudrait en changer constamment. On voit bien qu'on en est maintenant, le président Biden évoque une vaccination, un rappel tous les 5 mois. Ça va bientôt être un truc trimestriel, ça, c'est plus une vie. Et non seulement c'est plus une vie, mais je pense que c'est inefficace sur long terme. Moi, je pense que, j'en sais rien, encore une fois, je ne suis pas médecin.
Mais M. Macron n'est pas plus médecin que moi, il a la même formation que moi. Ce que je sais en tout cas, c'est que le vaccin ne permet pas l'éradication de ce virus. Et peut-être que la vraie solution, en définitive, c'est bien de reconnaître qu'il va y avoir une bouffée de décès que l'on a connue d'ailleurs, avec des personnes vulnérables, des personnes fragiles, et puis qu'au bout du compte, les virus, petit à petit, s'atténuent, deviennent des virus annuels, comme le virus de la grippe. Et le virus de la grippe, qu'est-ce qui se passe? Chaque année, on doit vacciner les plus fragiles, les plus âgés, mais pas toute la population générale. Ça sera le mot de la fin de cet entretien, François Asselineau. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci.